La nuit froide dissimulait le poids de sa solitude. Sur le trottoir, les larmes étaient sa seule compagnie. Un millionnaire ralentit en voyant ce visage marqué. La rencontre improbable allait changer le destin des deux. Le soleil se levait, lentement sur les collines de Saint-Émilion, en Gironde, illuminant les façades médiévales qui donnaient à la petite ville historique son charme particulier. À la fenêtre d'une vieille maison de la rue principale, Élodie Marchand observait la ville s'éveiller, sentant le poids des traditions qui l'étouffaient comme des chaînes invisibles. Ses yeux marrons, autrefois vifs, ne reflétaient maintenant que l'angoisse, tandis qu'elle observait les préparatifs de son mariage arrangé avec Thomas Beaumont, héritier de l'une des familles les plus influentes de la région. À 26, Élodie avait obtenu son diplôme en gestion à Paris et était revenue dans sa ville natale il y a seulement 6 mois, lorsque ses parents, Antoine et Marie Marchand, avaient annoncé qu'ils avaient résolu son avenir. L'union entre les familles Marchand et Beaumont scellerait des affaires et renforcerait le patrimoine des deux. Une pratique qui, bien que semblant désuète pour le reste du monde, était encore courante dans ce bastion de tradition bordelaise. « Ma fille, tu as idée de la chance que tu as ?» La voix de sa mère résonnait dans son esprit, tandis qu'elle fermait la valise qu'elle avait préparée durant la nuit. « Thomas est un excellent parti. Il va reprendre toutes les affaires familiales, et vous deux, ensemble, formerez l'un des partenariats les plus forts de Gironde. » Élodie ferma les yeux avec force, essayant de contenir les larmes qui insistaient pour couler. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé sa vie. Ses rêves avaient toujours inclus la construction de quelque chose qui lui appartenait, la création d'une entreprise qui reflétait ses passions et ses valeurs. L'idée de passer le reste de sa vie aux côtés de Thomas, un homme qu'elle connaissait à peine et pour qui elle ne ressentait absolument rien, l'étouffait. « Tout est prêt pour demain, ma fille ?» La voix de son père fut accompagnée de légers coups à la porte. Élodie poussa rapidement la valise sous le lit et sécha ses larmes. « Oui, papa, j'ai juste besoin d'un moment seul pour me préparer. »« Bien sûr, ma chérie, ta mère et moi sommes très fiers. Ce mariage va assurer ton avenir. » Dès que son père sortit, Élodie sentit son cœur se serrer. L'avenir qu'il mentionnait n'était pas le sien. C'était l'avenir qu'ils avaient planifié pour elle, sans tenir compte de ses désirs ou de ses rêves. La cérémonie était prévue pour le lendemain et la réception aurait lieu dans le manoir des Beaumont, un événement qui promettait de réunir la haute société locale. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Élodie se leva silencieusement. Elle enfila un jean, un chemisier simple et une veste légère, prit la valise préparée et quelques affaires essentielles, y compris ses économies et ses documents. Avec des pas prudents, elle descendit les escaliers en bois qui grinçaient doucement, comme s'ils conspiraient pour la dénoncer. En arrivant à la porte arrière, elle hésita un moment. Elle était sur le point de laisser derrière elle non seulement un mariage indésirable, mais toute une vie. « Pardonne-moi, père. Pardonne-moi, mère », murmura-t-elle dans le silence de la maison. Puis, avec un profond soupir, elle ouvrit la porte et s'enfuit dans la fraîcheur de la nuit de Saint-Émilion. Élodie savait qu'elle devait s'éloigner le plus possible avant l'aube. Elle marcha rapidement jusqu'à la gare routière, où elle prit le premier bus disponible, destination Bordeaux. Pendant le voyage, elle observait les paysages vallonnés de la Gironde défiler par la fenêtre, ressentant un mélange de peur et de soulagement. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer sans sentir le poids écrasant des attentes des autres. À Bordeaux, elle s'installa dans un hôtel modeste et passa la journée suivante à planifier ses prochaines étapes. Elle savait que ses parents la chercheraient et que la nouvelle de sa disparition provoquerait un scandale à Saint-Émilion. Elle devait aller dans un endroit où personne ne la connaissait, où elle pourrait recommencer. 2 jours plus tard, Élodie arriva à Cassis, sur la côte méditerranéenne. La ville historique, avec ses rues pavées et ses maisons colorées, offrait un refuge parfait. Elle était suffisamment touristique pour qu'une nouvelle venue ne se fasse pas remarquer, mais assez tranquille pour lui permettre de réorganiser ses pensées. Durant sa première semaine dans la ville, elle loua une petite chambre dans une pension discrète et commença à chercher du travail. Ses qualifications en gestion pourraient être utiles dans un établissement local, pensa-t-elle. Cependant, l'argent qu'elle avait apporté
commençait à s'épuiser et les opportunités d'emploi étaient limitées à cette période de l'année, hors saison touristique. Un après-midi particulièrement difficile, après avoir reçu une réponse négative de plus dans sa recherche d'emploi, Élodie marchait dans la partie la plus éloignée de la ville, où les constructions médiévales cèdent la place à des propriétés plus récentes et isolées. C'est alors qu'elle aperçut, au bout d'un chemin de terre qui serpentait entre la végétation luxuriante de la garrigue, les contours d'un imposant manoir. La construction, un mélange d'architecture provençale avec des éléments modernes, était partiellement cachée par des arbres centenaires. Ces hauts murs couverts de lierre et de bougainvilliers conféraient au lieu une aura mystérieuse et en même temps accueillante. Élodie se sentit inexplicablement attirée par cette vision. En s'approchant davantage, elle remarqua que le grand portail en fer forgé était entrouvert. À travers lui, elle pouvait voir un jardin bien entretenu, avec des parterres de fleurs colorées et une fontaine en pierre au centre. Quelque chose dans cet endroit semblait l'appeler, comme s'il offrait exactement le refuge qu'elle recherchait. « Bonjour, il y a quelqu'un » Élodie appela hésitante après avoir franchi le portail. Il n'y eut pas de réponse. Poussée par une curiosité qu'elle ne pouvait pas expliquer, elle traversa le jardin jusqu'à l'entrée principale du manoir. La porte en bois massif, sculptée de motifs floraux, était également déverrouillée. Élodie savait qu'elle ne devrait pas entrer, mais quelque chose la poussait à avancer, comme si cette maison gardait la réponse à ses doutes. L'intérieur du manoir se révéla encore plus impressionnant que l'extérieur. Le hall d'entrée, avec son sol en marbre et son escalier en courbe, avait la grandeur des palais anciens, mais la décoration mélangeait des pièces d'époque avec des éléments contemporains. Des tableaux d'artistes modernes partageaient l'espace avec des meubles provençaux, créant un environnement unique et accueillant. « Je peux vous aider ?» La voix grave et calme prit Élodie par surprise. Se retournant rapidement, elle se retrouva face à un homme grand, d'environ 35 ans, aux cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes et aux yeux d'un vert profond, qui l'observait avec curiosité. Il portait des vêtements simples, un pantalon en lin et une chemise blanche aux manches retroussées, mais son allure et sa posture révélaient une élégance naturelle. « Je suis désolé, » balbutia Élodie, sentant son visage rougir. Le portail était ouvert et vous avez décidé d'entrer dans une propriété privée sans y être invité, compléta-t-il, avec un léger sourire qui adoucissait la sévérité des mots. C'était une erreur, je m'en vais, dit-elle, se tournant vers la porte. Attendez, demanda l'homme, son ton maintenant plus doux. Vous semblez perdu. Élodie hésita, incertaine de ce qu'elle devait dire. Elle était en effet perdue dans plus de sens qu'elle ne pouvait l'expliquer. Je m'appelle Laurent Dupont, se présenta-t-il, tendant la main. Et ceci est ma maison. Élodie Marchand, répondit-elle, serrant la main tendue. La poignée était ferme, mais il y avait une douceur inattendue dans ce contact. Eh bien, Élodie Marchand, peut-être pourriez-vous m'expliquer ce qui vous amène chez moi pendant que nous prenons un café? Madame Moreau vient de préparer une fournée de madeleine que vous ne voudrez pas manquer. Le naturel avec lequel Laurent l'invitait à entrer, au lieu de la chasser, déconcerta Élodie. Son instinct lui disait de s'enfuir en courant, mais quelque chose dans les yeux de cet homme, une compréhension silencieuse peut-être, la fit accepter l'invitation d'un signe de tête timide. Il la conduisit le long d'un couloir spacieux jusqu'à une cuisine qui mêlait éléments rustiques et modernes. Une femme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants attachés en chignon et portant un tablier à fleurs, arrangeait un plateau avec des madeleines dorées et fumantes. « Madame Moreau, voici Élodie. Elle va nous accompagner pour le café », annonça Laurent. La gouvernante examina Élodie de haut en bas avec une curiosité mal dissimulée, mais sourit avec chaleur. « Soyez la bienvenue, mademoiselle. Asseyez-vous. Voulez-vous un café bien fort ou préférez-vous un thé ?»« Un café, s'il vous plaît, » répondit Élodie, s'asseyant à la table en bois massif qui occupait le centre de la cuisine. Pendant que madame Moreau servait les boissons, Laurent observait attentivement Élodie. Il y avait quelque chose de familier dans son regard perdu, dans la tension de ses épaules, comme si elle portait un poids invisible. « Alors, commença-t-il, après que la gouvernante soit sortie, qu'est-ce qui amène une jeune femme comme vous à envahir ma propriété un mercredi après-midi »
Élodie mordit dans une madeleine pour gagner du temps. Comment pourrait-elle expliquer sa situation à un parfait inconnu? D'un autre côté, c'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin. Quelqu'un sans lien avec son passé, sans jugement préconçu. « Je cherche un endroit où rester, dit-elle finalement. Temporairement. Je viens d'arriver à Cassis et je suis à la recherche d'un emploi. » Laurent but une gorgée de café, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Et que faisiez-vous avant d'arriver ici ?»« J'ai fait des études de gestion. Je travaillais avec mon père à Saint-Émilion. »« Saint-Émilion, une ville charmante. Je l'ai visitée plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous a fait partir ?» La question était simple, mais Élodie sentit comme s'il pouvait voir à travers ses évasions. Elle respira profondément. « J'étais sur le point de me marier, avec quelqu'un que mes parents avaient choisi, pas moi. Un mariage arrangé, croyez-le, ou non, en plein XXIe siècle. » Laurent ne montra pas de surprise, il se contenta d'acquiescer légèrement. Les traditions ont des racines profondes dans certaines familles françaises, surtout dans ces régions. Alors vous vous êtes enfui. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Oui, admit Élodie, ressentant un soulagement inattendu, de le dire à haute voix. Je me suis enfui la veille du mariage. J'ai laissé toute une vie derrière moi parce que je ne supportais pas l'idée de passer le reste de mes jours à vivre les rêves de quelqu'un d'autre. Un silence s'installa entre eux, interrompu seulement par le tintement des tasses. Laurent semblait absorber ses paroles, les pondérant soigneusement. « Vous devez me trouver stupide, » continua Élodie, fixant sa tasse de café. « Tout abandonné à cause de votre liberté ?» compléta-t-il avec un sourire compréhensif. « Non, je ne vous trouve pas stupide. En fait, je vous trouve courageuse. Tout le monde n'a pas le courage de rompre avec les attentes des autres pour suivre son propre chemin. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit cela qui fit lever les yeux à Élodie, curieuse. Il semblait y avoir une expérience personnelle derrière ces mots. « Vous dites que vous cherchez un endroit où rester, » continua Laurent. « Cette maison a plus de chambres que je n'en ai besoin. Vous pouvez rester ici pendant que vous vous établissez à Cassis. » L'offre prit Élodie complètement au dépourvu. « Je ne peux pas accepter cela. Vous ne me connaissez même pas. Je pourrais être une criminelle ou une jeune femme effrayée fuyant un mariage non désiré. » Il sourit à nouveau. « J'ai un bon instinct pour les gens, Élodie. » De plus, Madame Moreau se plaint toujours que cette maison est trop grande pour une seule personne. Elle serait heureuse d'avoir quelqu'un d'autre que moi pour qui cuisiner. Mais je n'ai pas les moyens de payer un loyer convenable pour un endroit comme celui-ci. Qui a parlé de loyer? Laurent se leva, ramassant les tasses vides. « Considérez cela comme un échange. Vous avez dit que vous êtes diplômé en gestion. J'ai besoin de quelqu'un pour organiser certains projets. Mon bureau est un chaos de papiers et de tableurs obsolètes. » Élodie l'observa avec méfiance. Cela semblait trop beau pour être vrai. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ?» Laurent s'arrêta un moment, son regard distant, comme s'il voyait quelque chose au-delà des murs de la cuisine. « Disons que je comprends bien ce que c'est de se sentir prisonnier d'attentes qui ne sont pas les siennes. Je n'ai pas toujours eu le courage que vous avez démontré en quittant Saint-Émilion. » Avant qu'Élodie puisse en demander davantage, Madame Moreau revint dans la cuisine. « La chambre bleue est prête pour la demoiselle, monsieur Laurent. J'ai mis des serviettes propres et préparé la salle de bain. »« Merci, Madame Moreau. » Il se tourna vers Élodie. « Il semble que ce soit décidé alors, à moins que vous ne préfériez retourner à votre pension. » Élodie savait qu'elle devrait refuser. Elle savait qu'il n'était pas prudent d'accepter l'hospitalité d'un étranger, aussi gentil qu'il paraisse. Mais quelque chose dans cet endroit, dans cet homme, inspirait une confiance qu'elle ne pouvait pas expliquer. « J'accepte, » dit-elle finalement, « et je promets de travailler dur pour compenser votre générosité. »« J'en suis certain, » répondit Laurent avec un léger sourire. « Madame Moreau va vous montrer votre chambre. Demain, nous parlerons des projets sur lesquels vous pourrez m'aider. » Suivant la gouvernante dans l'escalier en courbe, Élodie ne put s'empêcher d'admirer la beauté du manoir. Les couloirs étaient décorés d'œuvres d'art, pas seulement des peintures traditionnelles, mais aussi des pièces contemporaines d'artistes français. Il y avait une harmonie surprenante dans la façon dont l'ancien et le nouveau se mélangeaient. La chambre bleue, comme on l'appelait, se révéla être une pièce spacieuse avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin et, au loin, sur la haie,
Mère de Cassis. La décoration, dans des tons de bleu et de blanc, rappelait les maisons provençales, mais avec des touches modernes qui rendaient l'ambiance accueillante. Monsieur Laurent reçoit rarement des visites, commenta Madame Moreau tout en montrant à Élodie où se trouvaient les serviettes et les couvertures supplémentaires. Ça fait du bien de voir des nouveaux visages dans cette maison. Il vit ici seul, demanda Élodie curieuse. Depuis presque 5 ans, confirma la gouvernante, depuis qu'il est revenu de l'étranger. Un homme bon, mais qui garde beaucoup de choses ici dedans. Elle toucha sa propre poitrine, à la hauteur du cœur. Si vous avez besoin de quelque chose, ma chambre est au bout du couloir. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. Quand Madame Moreau sortit, Élodie s'assit au bord du lit moelleux, essayant de comprendre le revirement que sa vie avait pris. Il y a quelques jours, elle était sur le point de se marier à Saint-Émilion, prisonnière d'une vie que d'autres avaient planifiée pour elle. Maintenant, elle était hébergée dans le manoir d'un inconnu à Cassis, avec la promesse d'un nouveau départ. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances orangées qui se reflétaient dans les eaux calmes de la baie. En bas, dans le jardin, elle vit Laurent marchant seul, les mains dans les poches, apparemment perdu dans ses pensées. Il y avait une solitude dans sa silhouette qui éveilla la curiosité d'Élodie. Qui était Laurent Dupont? Qu'est-ce qui l'avait conduit à vivre isolé dans ce manoir? Et pourquoi avait-il tendu la main à une inconnue avec tant de facilité? Tandis qu'elle observait cet homme énigmatique, Élodie sentit que, d'une certaine façon, leur destin s'était accroisé pour une raison. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient trouver les réponses qu'ils semblaient tous deux chercher. Le lendemain matin, Élodie se réveilla au son doux des vagues et à l'arôme du café frais. Pendant un bref moment, elle se sentit désorientée, jusqu'à ce que les souvenirs de la veille reviennent. La fuite de Saint-Émilion, l'arrivée à Cassis, la rencontre inattendue avec Laurent Dupont et son offre surprenante. Elle se leva et ouvrit les rideaux. La journée était magnifique, avec le soleil brillant sur la baie de Cassis. De cette fenêtre, elle pouvait voir les îles verdoyantes qui parsemaient la mer bleue turquoise, une vue qui coûterait certainement une fortune dans n'importe quelle pension de la région. Après une douche rapide, elle s'habilla simplement, jean t-shirt blanc et ballerine, et descendit à la cuisine, suivant l'arôme invitant du café. Elle trouva Madame Moreau préparant le petit déjeuner, fredonnant une vieille chanson provençale. « Bonjour, ma petite. Vous avez bien dormi ?» La gouvernante sourit chaleureusement, plaçant une tasse fumante sur la table. « Mieux que depuis longtemps, » avoua Élodie, acceptant le café avec gratitude. « Cette maison a une énergie accueillante. » C'est vrai, malgré tous ses secrets, elle embrasse ceux qui y entrent. Madame Moreau posa sur la table une assiette avec des fruits frais, du pain maison et une variété de fromages. « Monsieur, Laurent est déjà dans son bureau. Il a demandé à ce que vous le rejoigniez après le petit déjeuner. » Des secrets? Élodie ne put contenir sa curiosité. Madame Moreau hésita, comme si elle en avait trop dit. Toute vieille maison a ses histoires, n'est-ce pas? Surtout une qui a appartenu à tant de générations d'une même famille. Avant qu'Élodie puisse insister, la gouvernante changea de sujet, lui demandant ses projets pour la journée. La jeune femme se contenta de répondre qu'elle allait mieux connaître le travail que Laurent avait pour elle, mais son esprit bouillonnait de questions. Après le petit déjeuner, elle suivit les indications de Madame Moreau jusqu'au bureau au rez-de-chaussée du manoir. C'était une salle spacieuse, avec des étagères de livres du sol au plafond sur 3 des murs. De grandes fenêtres françaises sur le 4e mur donnaient sur un patio intérieur avec une petite fontaine. Au centre de la pièce, un bureau en bois sombre était rempli de papiers, de dossiers et d'un ordinateur portable ouvert. Laurent était debout devant l'une des étagères, consultant un gros livre relié en cuir. En entendant Élodie entrer, il se retourna avec un sourire. « Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. »« Très bien, merci. » Élodie regarda autour d'elle, impressionnée par la quantité de livres. « Votre bibliothèque est incroyable. »« Une passion héritée de mon grand-père, » expliqua-t-il, remettant le livre sur l'étagère. « Il a commencé cette collection dans les années 40, quand il a construit la maison. Chaque génération a ajouté ses propres découvertes littéraires. Votre famille est originaire d'ici, de Cassis? » « En fait, non.
Les Dupont sont originaires de Paris, mais mon grand-père est tombé amoureux de Cassis lors d'un voyage et a décidé de construire cette maison comme refuge de l'agitation parisienne. Laurent indiqua le bureau. « S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous montrer. » Élodie s'installa dans le fauteuil en cuir, tandis que Laurent ouvrait plusieurs dossiers sur la table. « Comme je l'ai mentionné hier, j'ai besoin d'aide pour organiser certains projets. » Il montra des tableurs, des rapports financiers et divers documents. « J'ai une fondation que je gère à distance, mais ces derniers mois, les choses sont devenues désorganisées. »« Quel genre de fondation ?» demanda Élodie, examinant les documents avec un intérêt professionnel. « Nous finançons des projets éducatifs et sociaux dans diverses régions de France, » expliqua Laurent, s'asseyant à côté d'elle. « Des bourses d'études, des incubateurs de petites entreprises, des programmes de formation professionnelle. » Au fur et à mesure que Laurent expliquait le travail de la fondation, Élodie sentait son enthousiasme grandir. C'était beaucoup plus en phase avec ses intérêts que les affaires familiales à Saint-Émilion, qui se résumaient à des investissements immobiliers et au tourisme de luxe. « C'est fascinant, » commenta-t-elle, sincèrement impressionnée. « Mais pourquoi gérer tout? Cela à distance. Ne serait-il pas plus facile d'être près du siège de la fondation ?» Une brève lueur de tristesse traversa le regard de Laurent. « Disons que j'ai eu besoin d'un temps loin de Paris. Question personnelle. » Élodie acquiesça, respectant la limite qu'il établissait clairement. Après tout, elle aussi avait ses secrets. Pendant les heures qui suivirent, ils se plongèrent dans le travail. Élodie se révéla extrêmement compétente, organisant des documents, mettant à jour des tableurs et suggérant des améliorations dans les processus administratifs. Laurent observait avec une admiration croissante l'efficacité et la créativité de la jeune femme. « Vous êtes vraiment talentueuse », commenta-t-il lorsqu'ils s'arrêtèrent pour le déjeuner, servi par Madame Moreau dans le patio intérieur. « Votre fiancé à Saint-Émilion savait-il le joyau qu'il perdait ?» La mention du mariage abandonné fit momentanément raidir Élodie. « Thomas et moi nous connaissions à peine, en fait. Nos parents ont décidé du mariage principalement pour des intérêts commerciaux. Les mariages arrangés sont plus courants qu'on ne l'imagine en France, » dit Laurent, d'un ton qui suggérait une connaissance de cause. « Surtout dans les familles traditionnelles, où patrimoine et nom de famille ont encore du poids. Vous parlez comme si vous aviez une expérience personnelle, » risqua Élodie, cherchant son regard. Laurent resta silencieux un moment, jouant avec la nourriture dans son assiette. Finalement, comme s'il prenait une décision, il répondit « J'ai été marié une fois, avec Isabelle Valmont, fille de l'un des plus grands entrepreneurs de Paris. » Il but une gorgée d'eau avant de continuer. « Comme vous, je n'ai pas eu beaucoup de choix. L'union des entreprises Dupont et Valmont était le rêve de mon père depuis que j'étais enfant. »« Et que s'est-il passé ?» demanda doucement Élodie, sentant qu'elle avait touché une blessure encore ouverte. « Nous avons vécu 5 ans dans une parfaite façade, des sourires pour les caméras, des apparitions lors d'événements sociaux, des déclarations répétées, dans des interviews. De l'extérieur, nous étions le couple parfait, à l'intérieur. » Il secoua la tête. « 2 étrangers partageant un appartement de luxe. Comment cela s'est-il terminé ? Isabelle a rencontré quelqu'un qu'elle aimait vraiment. » Un sourire triste se forma sur les lèvres de Laurent. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Elle a trouvé le courage de demander le divorce, quelque chose que j'envisageais mais que je n'avais jamais eu la force d'initier. Le scandale a été immense, bien sûr. Les Valmont et les Dupont ne se sont plus jamais parlé, mon père. Il hésita. Mon père ne m'a pas pardonné de ne pas avoir contrôlé ma femme, comme il l'a dit. Alors vous êtes venu ici, conclut Élodie, comprenant maintenant la solitude de cet homme. Exactement. J'ai vendu ma part dans les entreprises familiales. Je n'ai gardé que le contrôle de la fondation que j'avais créée et j'ai cherché refuge dans la maison de mon grand-père. Cassis était l'endroit où il venait pour échapper aux pressions de Paris. Il semblait approprié que je fasse de même. Le déjeuner se poursuivit dans un silence contemplatif, chacun absorbant les révélations de l'autre. Pour Élodie, l'histoire de Laurent apportait un étrange réconfort, la confirmation qu'elle n'était pas seule dans sa lutte contre des traditions oppressives. L'après-midi, ils retournèrent travailler dans le bureau. La dynamique entre eux avait subtilement changé, une nouvelle couche de compréhension mutuelle établie à travers les confidences partagées. Quand le soleil commença à se coucher,
Laurent suggéra une pause. Que diriez-vous d'une promenade? Dans le jardin, il y a un endroit spécial que j'aimerais vous montrer. Ils marchèrent le long de sentiers, soigneusement entretenus entre des parterres fleuris et des arbres centenaires. Laurent expliqua que le jardin avait été conçu par un paysagiste célèbre dans les années 50, combinant des éléments de la garrigue provençale avec des influences de jardins européens. « Mon grand-père était un homme en avance sur son temps », commenta-t-il, guidant Élodie le long d'un chemin qui serpentait entre oliviers et cyprès. Il croyait que préserver la nature locale était aussi important que d'apporter des beautés d'ailleurs. Le chemin les conduisit à un petit belvédère naturel d'où l'on pouvait voir toute la baie de Cassis. Le soleil couchant peignait le ciel avec des tons d'orange et de rose, se reflétant dans les eaux calmes. « C'est époustouflant », murmura Élodie, émerveillée par la vue. « C'était l'endroit préféré de mon grand-père », raconta Laurent, s'appuyant sur la balustrade en pierre. « Il disait qu'ici il pouvait voir le monde avec clarté, loin des illusions de la grande ville. Votre grand-père semble avoir été un homme sage. » Il l'était. Laurent sourit avec nostalgie. C'est lui qui m'a appris à remettre en question le chemin que mon père traçait pour moi. Malheureusement, je n'ai trouvé le courage de suivre ses conseils que trop tard. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, dit Élodie, surprise par ses propres paroles. C'était exactement ce qu'elle essayait de faire. Recommencer. Laurent la regarda avec une intensité qui la fit légèrement rougir. Vous avez raison. Élodie Marchand. Et peut-être que votre arrivée inattendue à ma porte est exactement l'impulsion dont j'avais besoin pour franchir la prochaine étape. Quelle étape serait-ce? Élargir le travail de la Fondation, créer quelque chose, de nouveau quelque chose de plus personnel. Il fit une pause comme s'il organisait ses pensées. Cela fait longtemps que j'envisage un projet pour aider les jeunes pris dans des situations comme les nôtres. Mariages arrangés, carrières imposées, vie planifiée par d'autres. Les yeux d'Élodie s'illuminèrent d'un intérêt sincère. Ce serait incroyable, Laurent. Il y a tant de personnes étouffées par les traditions familiales, sans savoir comment s'en échapper. Exactement. Et vous pourriez m'aider à donner forme à cette idée. Il se tourna complètement vers elle. Qu'en dites-vous? Ce serait plus que d'organiser des papiers. Ce serait créer quelque chose qui pourrait changer des vies. À ce moment, sous le ciel qui s'assombrissait lentement et face à l'immensité de la mer, Élodie sentit quelque chose s'éveiller en elle, un but, une direction qu'elle n'avait jamais trouvée dans les plans que ses parents avaient tracés. « J'adorerais », répondit-elle avec une certitude qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quand ils retournèrent à la maison, marchant côte à côte sous les premières étoiles de la nuit, un lien silencieux s'était formé entre eux, non seulement celui de deux personnes qui partageaient des histoires similaires, mais celui d'alliés dans une cause qui transcendait leurs expériences personnelles. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Élodie était arrivée au manoir de Laurent. Les jours avaient pris une routine agréable. Le matin, ils travaillaient ensemble dans le bureau, organisant les projets de la Fondation. L'après-midi, ils discutaient d'idées pour le nouveau programme qu'ils prévoyèrent de créer. Et le soir, après le dîner préparé par Madame Moreau, ils conversaient sur la terrasse avec vue sur la mer, partageant des histoires, des rêves et des réflexions. Ce matin de samedi, cependant, la routine fut brisée. Élodie était dans la bibliothèque, recherchant des initiatives similaires au projet qu'il développait, quand elle entendit des voix venant du hall d'entrée, une inconnue et celle de Laurent, sur un ton sérieux. « Tu ne peux pas simplement disparaître comme ça, Laurent. Le conseil fait pression pour obtenir des réponses. » La voix féminine sonnait professionnelle, mais avec une note de préoccupation personnelle. « Je n'ai pas disparu. Sophie, je suis exactement là où j'ai dit que je serais, travaillant à distance comme je l'ai toujours fait. Le travail à distance est une chose, l'isolement complet en est une autre. Tu ne réponds pas aux appels, tu réponds aux emails avec des jours de retard. Qu'est-ce qui se passe ?» Élodie essaya de se concentrer sur le livre devant elle, mais la curiosité était plus forte. Qui était Sophie? Et quel était ce conseil qui réclamait des explications à Laurent? La porte de la bibliothèque s'ouvrit, et Laurent entra accompagné d'une femme élégante, d'environ 40 ans, vêtue d'un tailleur gris impeccable qui contrastait avec les tenues décontractées qu'il portait depuis qu'Élodie l'avait rencontré.
Élodie, voici maître Sophie Noël, avocate de la Fondation et une vieille amie. Il y avait une hésitation subtile dans la voix de Laurent. Sophie, voici Élodie Marchand. Elle m'aide à réorganiser les projets. Les yeux perspicaces de Sophie analysèrent Élodie avec un mélange de surprise et de curiosité. Je ne savais pas que tu avais engagé une assistante. C'est un arrangement récent, expliqua Laurent, visiblement mal à l'aise. Élodie est diplômée en gestion et s'est montrée extrêmement compétente. Je vois. Le ton de Sophie laissait entendre qu'elle comprenait beaucoup plus que ce que Laurent avait expliqué. Bien. Puisque nous sommes tous ici, nous pouvons discuter des affaires en suspens du conseil. Les trois s'assirent à la table de réunion, dans un coin de la bibliothèque. Sophie ouvrit son dossier et commença à exposer la situation. Le conseil d'administration de la Fondation Dupont, composé principalement d'anciens camarades d'université de Laurent et de quelques entrepreneurs indépendants, s'inquiétait de son éloignement ces derniers mois. Des décisions importantes devaient être prises, et l'absence du fondateur générait de l'insécurité. Ils veulent une réunion en personne, Laurent, à Paris, la semaine prochaine. Élodie observa comment les mains de Laurent se crispèrent. Sur la table, l'idée de retourner à Paris le perturbait clairement. « Nous pouvons faire une visioconférence, suggéra-t-il, comme nous l'avons toujours fait. » Pas cette fois. Sophie fut catégorique. Le nouveau projet d'expansion vers le sud exige ta présence. Les investisseurs veulent te regarder dans les yeux avant d'engager les ressources. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Élodie, se sentant comme une intruse dans une conversation qui semblait de plus en plus personnelle, fit mine de se lever. « Je vais vous laisser tranquille pour… »« Reste !» l'interrompit Laurent, surprenant tant Élodie que Sophie. « En fait, j'ai une proposition. Pourquoi ne pas organiser la réunion ici, à Cassis ?»« Ici ?» Sophie semblait sceptique. « Faire venir tout le conseil ici ? Pourquoi pas ? La maison a largement assez de place. Nous pourrions combiner la réunion avec une retraite stratégique de week-end, montrer aux investisseurs les résultats de certains de nos projets dans la région. La pension de M. Martin, par exemple, financée par notre programme d'entrepreneuriat rural, se porte très bien. » Sophie considéra l'idée, son regard alternant entre Laurent et Élodie. « Ça pourrait marcher, » admit-elle finalement, « mais cela exigerait une organisation impeccable. » « C'est là qu'Élodie entre en jeu, » dit Laurent avec un sourire confiant. « Elle peut coordonner toute la logistique de l'événement. Ce serait une opportunité pour le conseil de rencontrer la plus récente collaboratrice de la Fondation. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. Cela signifiait-il que Laurent la considérait comme plus qu'une aide temporaire? Offrait-il officiellement une place dans la Fondation? « Je serais ravie d'aider, » répondit-elle, essayant de maintenir une attitude professionnelle face au regard évaluateur de Sophie. L'avocate soupira, vaincue. « D'accord, j'informerai le conseil. Mais tu sais que cette maison garde des souvenirs difficiles pour certains d'entre nous, Laurent. » Le commentaire, énigmatique, resta en suspens tandis que Sophie rassemblait ses documents. Après quelques orientations supplémentaires sur des questions juridiques en suspens, elle prit congé, non sans lancer un dernier regard intrigué à Élodie. Quand ils furent seuls, Laurent laissa échapper un long soupir. « Je suis désolé. »« De t'avoir impliqué ainsi sans te consulter d'abord, » dit-il, passant sa main dans ses cheveux dans un geste qu'Élodie reconnaissait désormais comme un signe de nervosité. « Si tu préfères ne pas participer à cet événement, bien sûr que je veux y participer, » assura Élodie. « J'ai juste été surprise par l'invitation à devenir collaboratrice officielle de la Fondation. » Laurent sourit, le soulagement évident sur son visage. « Je pensais que nous avions déjà établi cela. Tu as du talent, Élodie, et tu partages les mêmes valeurs et la même vision qui ont motivé la création de la Fondation. Merci pour ta confiance. » Elle hésita avant de demander ce qui l'intriguait vraiment. « Laurent, qu'est-ce que Sophie voulait dire à propos de la maison qui garde des souvenirs difficiles ?» Son sourire disparut, remplacé par une expression distante. « Cette maison appartenait à mon grand-père, comme tu le sais. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est ici que j'ai passé mon enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans, quand mes parents se sont séparés. Ta mère et ton père ont vécu ici pendant un certain temps. Ma mère aimait Cassis, sa tranquillité, la mer. Mon père, en revanche, ne pensait qu'à Paris, aux affaires. » Laurent se leva, marchant jusqu'à la fenêtre.
La séparation a été traumatisante. Mon père a obtenu ma garde et m'a emmené à Paris. Ma mère est restée avec la maison, à l'insistance de mon grand-père, mais elle n'a jamais surmonté la séparation. Quelques années plus tard, Il ne termina pas la phrase, mais la douleur dans ses yeux disait tout. « Je suis désolé, murmura Élodie, comprenant maintenant certaines des couches de tristesse qu'elle voyait chez Laurent. Après son départ, la maison est restée fermée pendant des années. Mon grand-père ne pouvait pas y revenir. Quand il est parti à son tour, la propriété m'est revenue. Pendant longtemps, je n'ai pas eu le courage de venir. Ce n'est qu'après le divorce, quand j'avais désespérément besoin d'un refuge loin de Paris, que j'ai décidé de rouvrir la maison. Et Sophie, elle a connu ta mère. Sophie est la fille d'une grande amie de ma mère. Nous avons grandi ensemble ici, à Cassis, pendant les étés. Elle connaît toute l'histoire de ma famille. Laurent se rassit maintenant plus calme, mais assez parlé du passé. Nous avons un événement à planifier. Dans les jours qui suivirent, Élodie se plongea dans l'organisation de la retraite stratégique. Avec l'aide de Madame Moreau et de quelques prestataires locaux, elle transforma le manoir en un espace parfait pour accueillir des cadres et des investisseurs. Laurent, observant son enthousiasme et sa compétence, ressentait une admiration croissante pour la jeune femme qui était entrée dans sa vie de façon si inattendue. Un après-midi, alors qu'ils discutaient des derniers détails du programme, Laurent surprit Élodie avec une proposition inattendue. « J'ai réfléchi à notre nouveau projet, le programme pour aider les jeunes dans des situations similaires à celles que nous avons vécues. Et si tu le dirigeais ?» Élodie le regarda stupéfaite. « Moi? Mais je n'ai pas d'expérience en gestion de projets sociaux. Tu as une expérience de vie, ce qui est plus important. Tu connais intimement ce que signifie être forcé de suivre un chemin que tu n'as pas choisi. » Il se pencha sur la table, les yeux brillants d'un enthousiasme sincère. « De plus, tu as une formation en gestion et, d'après ce que j'ai vu ces dernières semaines, un talent naturel pour l'organisation et les relations interpersonnelles. C'est une énorme responsabilité, médita Élodie, bien que son cœur s'accélère déjà à cette possibilité. Une que tu es pleinement capable d'assumer. Et tu ne serais pas seul, je te soutiendrai à chaque étape. » La sincérité dans les paroles de Laurent était palpable. Considère cela comme une opportunité de transformer ta propre expérience douloureuse en quelque chose de positif pour les autres. Avant qu'Élodie puisse répondre, le téléphone portable de Laurent sonna. Il regarda l'écran et son expression changea instantanément. « Je dois répondre, dit-il se levant. Nous continuerons cette conversation plus tard. » Tandis que Laurent sortait dans le jardin avec le téléphone, Élodie resta dans la bibliothèque, réfléchissant à la proposition. Diriger un projet de cette ampleur serait un défi, mais aussi profondément gratifiant. C'était l'occasion de donner un sens à la souffrance qu'elle avait vécue, de transformer sa fuite en un chemin de libération pour d'autres. À travers la fenêtre, elle observa Laurent marchant dans le jardin tout en parlant au téléphone, son langage corporel tendu. Qui pourrait être l'interlocuteur qui provoquait une telle réaction? Encore un secret du passé de Laurent qu'elle ne connaissait pas encore. À ce moment, comme si elle répondait à ses pensées, Madame Moreau entra dans la bibliothèque, portant un plateau avec du café. « J'ai apporté un petit café pour vous deux, mais je vois que Monsieur Laurent est sorti. »« Il prend un appel téléphonique, » expliqua Élodie, acceptant une tasse. « Madame Moreau, puis-je vous poser une question personnelle ?» La gouvernante acquiesça, s'asseyant à la table, avec une familiarité qui révélait des années de service auprès de cette famille. Que s'est-il réellement passé avec la mère de Laurent? Il a mentionné quelque chose, mais n'est pas entré dans les détails. Le visage de Madame Moreau prit une expression solennelle. Madame Claire était une femme extraordinaire, gentille, créative, pleine de vie. Mais après la séparation, quand Monsieur Dupont a emmené le petit Laurent, elle n'a plus jamais été la même. La tristesse l'a consumée peu à peu, comme une maladie. Elle est partie à cause de cette tristesse? D'une certaine manière, oui. Madame Moreau baissa la voix, bien qu'elle soit seule. Certains disent que c'était un accident, cette nuit-là sur la plage. Mais ceux qui la connaissaient savaient qu'elle était déjà partie intérieurement bien avant. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. L'histoire de Laurent était encore plus tragique qu'elle ne l'avait imaginé. « C'est pourquoi je m'inquiète tant pour lui, » continua la gouvernante. « Quand il est arrivé ici après le divorce,
J'ai vu le même regard vide que sa mère avait, mais dernièrement, un sourire chaleureux illumina son visage. Depuis votre arrivée, ma petite, j'ai revu de la vie dans ses yeux. Avant qu'Élodie puisse pleinement comprendre ce que ces paroles signifiaient, Laurent revint dans la bibliothèque, le visage pâle et l'expression troublée. « Quelque chose s'est passé ?» demanda Élodie, inquiète. « C'était mon avocat, répondit-il, d'une voix contrôlée. « Il semble que nous ayons une complication. Ta famille te cherche, Élodie, et ils ont engagé un détective privé. » Le sang d'Élodie se glaça dans ses veines. Sa famille la cherchait. Les mots résonnèrent dans son esprit comme une alarme lointaine, ramenant la peur qu'elle avait ressentie en fuyant Saint-Émilion. « Comment ton avocat a-t-il su cela ?» demanda-t-elle, essayant de garder son sang-froid. « Philippe a des contacts dans divers secteurs, » expliqua Laurent s'asseyant lourdement sur la chaise en face d'elle. Un de ses amis, commissaire en Gironde, a mentionné un cas de disparition d'une jeune femme d'une famille influente de Saint-Émilion. Quand il a mentionné le nom Marchand, Philippe a fait le lien. Madame Moreau, percevant la gravité de la situation, se retira discrètement de la bibliothèque, non sans lancer un regard inquiet à Élodie. « Que font-ils exactement pour me trouver ?» La voix d'Élodie tremblait légèrement. « D'après ce que Philippe m'a dit, tes parents ont déposé un avis de recherche et engagé un détective privé. L'homme est déjà allé à Bordeaux et suit maintenant des pistes à Marseille. » Laurent hésita. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'arrive à Cassis. Élodie sentit la panique monter en elle. L'idée d'être forcée à retourner à Saint-Émilion, au mariage arrangé et à la vie planifiée par d'autres, était insupportable. Pendant les semaines qu'elle avait passées dans le manoir de Laurent, elle avait expérimenté une liberté et un but qu'elle ne voulait pas perdre. « Je ne peux pas retourner », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Laurent. « Et tu ne le feras pas, affirma-t-il avec une conviction qui les surprit tous les deux. Pas si ce n'est pas ta volonté. Mais comment? Ils ont de l'argent, de l'influence. Moi aussi. » Le regard de Laurent se durcit. « Et plus important, tu es une adulte, Élodie. Tu n'as commis aucun crime en quittant la maison. Tu as tout à fait le droit de vivre où et comme tu le souhaites. » La détermination de Laurent apporta un étrange réconfort à Élodie. C'était rassurant de savoir qu'elle n'était pas seule. Que suggères-tu alors? D'abord, nous devons comprendre les véritables intentions de ta famille. Et pour cela, j'ai une proposition. Laurent prit une profonde inspiration. Et si tu prenais contact avec eux? Selon tes conditions, bien sûr. Un appel téléphonique, peut-être, pour découvrir ce qu'ils veulent vraiment. La suggestion prit Élodie par surprise. À aucun moment depuis sa fuite n'avait-elle envisagé de contacter ses parents. La rancœur et la peur étaient des barrières puissantes. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, » admit-elle. « Je comprends parfaitement. Mais pense-y, affronter tes peurs peut être le premier pas vers une véritable libération. » Les yeux de Laurent cherchèrent les siens. « De plus, si tu décides de leur parler, tu pourras leur faire comprendre que tu vas bien et que ta décision de partir était consciente. Cela pourrait t'aider à calmer les choses. » Élodie réfléchit aux paroles de Laurent. Il y avait une vérité là-dedans. Fuir avait été nécessaire à ce moment-là, mais peut-être que maintenant, renforcée par son expérience au manoir et par le soutien de Laurent, elle pourrait affronter sa famille d'égal à égal. « J'y réfléchirai, » promit-elle. En attendant, continuons les préparatifs pour la retraite du conseil. Le travail est toujours un bon antidote aux préoccupations. Laurent sourit, essayant d'alléger la tension. Et n'oublie pas ma proposition concernant la direction du nouveau projet de la Fondation. Le poste s'accompagne d'un salaire compétitif qui garantirait ton indépendance financière. Ce soir-là, après le dîner, Élodie se retira tôt dans sa chambre. Elle avait besoin d'organiser ses pensées. Allongée sur son lit avec le bruit des vagues en fond, elle revivait les semaines qu'elle avait passées au manoir. Au début, ce n'avait été qu'un refuge temporaire, un endroit où se cacher pendant qu'elle planifiait ses prochaines étapes. Maintenant, cependant, elle se sentait liée à cet endroit, à cette cause. Et, elle devait l'admettre, à Laurent. Ce n'était pas seulement de la gratitude qu'elle ressentait pour l'homme qui l'avait accueillie. Il y avait une compréhension mutuelle, une harmonie qui allait au-delà des expériences similaires qu'ils avaient vécues. Dans les moments qu'ils passaient ensemble,
travaillant dans le bureau, se promenant dans le jardin, conversant sur la terrasse. Élodie se sentait véritablement vue et entendue, peut-être pour la première fois de sa vie. Ses pensées furent interrompues par un léger coup à la porte. « Je peux entrer ?» La voix de Laurent se fit entendre de l'autre. « Côté, bien sûr, répondit-elle, s'asseyant sur le lit. Laurent entra, portant une vieille boîte en bois sculpté. « J'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Il s'assit à côté d'elle et ouvrit la boîte, révélant des dizaines de vieilles photographies et de documents. « Johnny, qu'est-ce que c'est ?» demanda Élodie, curieuse. « L'histoire de la fondation Dupont. » Laurent prit une photo en noir et blanc qui montrait un homme d'âge moyen à côté d'une jeune et belle femme, tous deux souriant devant ce qui semblait être la construction initiale du manoir. Mon grand-père, François Dupont, et ma grand-mère, Marianne. Élodie examina la photo avec intérêt. L'homme avait la même allure élégante que Laurent, le même regard pénétrant. Mon grand-père a fondé la première version de la fondation en 1960, continua Laurent, montrant d'anciens documents. Initialement, elle était axée sur la préservation environnementale de la région de Cassis. Avec le temps, elle s'est étendue à des projets éducatifs, puis au soutien aux entrepreneurs locaux. Pourquoi me montres-tu cela maintenant? Parce que je veux que tu comprennes l'héritage que nous construisons ensemble. Laurent prit une autre photographie, plus récente, qui montrait un groupe de jeunes devant une petite boutique. Ce fut l'une des premières entreprises financées par la fondation après que j'en ai pris le contrôle. Une coopérative d'artisans à La Ciotat, village proche d'ici. Tandis qu'il racontait les histoires derrière chaque projet, Élodie percevait combien la fondation comptait pour Laurent. Ce n'était pas seulement une organisation philanthropique, c'était une façon d'honorer l'héritage de son grand-père et en même temps de construire quelque chose qui reflétait ses propres valeurs. « Mais il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit, » dit-il, après un moment d'hésitation. Il sortit de la boîte une coupure de journal jauni, datée de 1978. Le titre disait « L'homme d'affaires François Dupont finance la fuite d'un jeune couple ». Élodie lut l'article avec une fascination croissante. Selon le texte, François Dupont avait aidé un jeune couple d'amoureux à fuir leur famille, qui s'opposait à leur relation. L'homme d'affaires n'avait pas seulement financé la fuite, mais aussi garanti un emploi et un logement pour les jeunes dans une autre ville. Mon grand-père avait une vision très particulière de la liberté et de l'amour, expliqua Laurent. Il croyait que personne ne devrait être forcé de vivre selon les attentes des autres, surtout en ce qui concerne les relations. Il l'a fait plusieurs fois? Beaucoup, bien que la plupart des cas n'aient jamais fait la une des journaux. Laurent sourit avec nostalgie. C'était un secret de famille. Ma grand-mère l'aidait, coordonnant un réseau de contacts qui offrait du soutien aux couples en fuite. Ils appelaient cela « Opération Roméo et Juliette », mais avec des fins heureuses, bien sûr. Élodie ne put s'empêcher de rire. Ton grand-père était un romantique révolutionnaire. Il avait l'habitude de dire qu'il avait dû faire face à l'opposition pour épouser ma grand-mère, qui venait d'une famille beaucoup plus modeste que la sienne. C'est peut-être pour cela qu'il s'identifiait tant à ces histoires. Et qu'est-il arrivé à ce projet? Le sourire de Laurent s'évanouit. Quand mon père a repris les affaires de la famille, après le départ de mon grand-père, il a mis fin à toutes ces initiatives. Il les considérait comme du sentimentalisme inutile qui nuisait à la réputation des Dupont. « Et maintenant, tu veux le reprendre ?» conclut Élodie, comprenant enfin la profondeur du projet qu'il avait proposé. « Exactement, mais de façon plus structurée, plus étendue. Pas seulement pour les jeunes couples, mais pour toute personne prise dans des situations familiales oppressives. Mariage arrangé, carrières imposées, attentes étouffantes. » Les yeux de Laurent brillaient de passion. « Et je veux que tu diriges cette renaissance, Élodie, non seulement pour ton expérience personnelle, mais parce que je vois en toi la même flamme que mon grand-père avait, cette conviction inébranlable que chacun mérite d'écrire sa propre histoire. » Élodie se sentit profondément touchée. La confiance que Laurent plaçait en elle allait au-delà de toute reconnaissance professionnelle qu'elle avait jamais reçue. « J'accepte, » dit-elle, avec une certitude qui venait du fond de son âme. « Et je crois savoir par où commencer. » Le lendemain matin, après une nuit de réflexion, Élodie prit une décision. Elle trouva Laurent dans le bureau, concentré sur quelques documents. « J'ai décidé d'appeler mes parents, » annonça-t-elle.
avec détermination dans la voix. « Tu as raison. Je dois affronter mes peurs, clarifier ma position. C'est la première étape pour vraiment aller de l'avant. » Laurent acquiesça, approuvant la décision. « Veux-tu de l'intimité pour cela ?»« En si. Fais, je préfère que tu restes. Ta présence me donne de la force. » Le cœur battant, Élodie prit son téléphone portable et composa le numéro de la maison à Saint-Émilion. Après quelques sonneries, elle entendit la voix de sa mère, tremblante et pleine d'espoir. « Allô ? Maman, c'est moi, Élodie. » Un soupir audible vint de l'autre côté de la ligne, suivi d'un appel. « Antoine, c'est elle, c'est Élodie. » Bientôt, la voix de son père se joignit à la conversation. « Élodie, ma fille, où es-tu? Nous sommes désespérés. » La préoccupation sincère dans la voix de ses parents la prit par surprise. Elle s'attendait à de la colère, de l'indignation, pas à ce soulagement palpable. « Je vais bien, papa. Je suis en sécurité. Mais je ne peux pas revenir à Saint-Émilion, pas pour le mariage avec Thomas. »« Le mariage ?» Sa mère semblait confuse. « Ma fille, nous avons tout annulé le lendemain de ton départ. Thomas lui-même l'a suggéré. Il a dit qu'il ne voulait pas d'un mariage forcé, qu'il n'avait accepté l'idée que sur l'insistance. » De son père. Cette révélation laissa Élodie momentanément sans voix. Elle n'avait jamais imaginé que Thomas pourrait partager ses sentiments sur l'union arrangée. « Nous voulons juste savoir si tu vas bien, ma fille, » continua son père. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, argent, documents, je vais... »« Bien, papa. Vraiment. Je travaille, je rencontre de nouvelles personnes, je trouve mon propre chemin. » La conversation se poursuivit pendant quelques minutes de plus. Ses parents n'insistèrent pas pour qu'elle révèle sa localisation. Ils exprimèrent seulement le souhait de la voir quand elle serait prête pour cela. Avant de raccrocher, sa mère posa une question qui la surprit. « Es-tu heureuse, Élodie ?» Pendant un moment, elle regarda Laurent qui l'observait avec un sourire encourageant. « Je le suis, maman, plus heureuse que je n'aurais jamais imaginé pouvoir l'être. » En terminant l'appel, Élodie sentit comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. La conversation ne s'était pas déroulée comme elle s'y attendait. Il n'y avait pas eu d'accusation, d'ultimatum ou de tentative de manipulation. Ses parents semblaient réellement préoccupés par son bien-être, pas seulement par les apparences ou les alliances familiales. « Ils ont changé, » dit-elle, assimilant encore la surprise. « Ou peut-être que je ne leur ai jamais vraiment donné la chance de me comprendre. Parfois, nos actions les plus drastiques sont celles qui provoquent les plus grandes transformations chez les autres, » réfléchit Laurent. « Ton courage de partir a peut-être été le catalyseur qui les a amenés à repenser leurs valeurs. » Cet après-midi-là, tandis qu'il travaillait sur les préparatifs finaux pour la retraite du conseil, Élodie ressentit une nouvelle légèreté. L'appel téléphonique avait été une étape cruciale dans son parcours de découverte de soi. Cela ne signifiait pas qu'elle retournerait à Saint-Émilion ou qu'elle accepterait les attentes de ses parents, mais cela ouvrait la possibilité d'une relation renouvelée basée sur le respect mutuel plutôt que sur des obligations. Au crépuscule, assis sur le belvédère qui était devenu leur endroit préféré dans la propriété, Élodie partagea avec Laurent ses idées pour le nouveau projet de la Fondation. « Je veux l'appeler Projet Prendre son envol », dit-elle enthousiaste. Un programme qui offre non seulement un soutien financier, mais aussi une orientation psychologique, une assistance juridique et une formation professionnelle pour les personnes qui ont besoin de se libérer de situations oppressives. Les yeux de Laurent brillèrent d'approbation et de quelque chose d'autre, un sentiment qui grandissait entre eux chaque jour qui passait. « C'est exactement ce que mon grand-père aurait imaginé, » dit-il, prenant la main d'Élodie entre les siennes. « Et je ne peux pas imaginer de meilleure personne pour diriger ce projet. » Le jour de la retraite stratégique de la Fondation Dupont arriva enfin. Le manoir, impeccablement préparé sous la coordination d'Élodie, resplendissait avec des arrangements de fleurs méditerranéennes cueillies dans le jardin même. Madame Moreau avait engagé 2 aides de la ville pour assister au service, et le chef Paul, propriétaire d'un restaurant renommé à Cassis, s'occuperait du menu complet du week-end. Pendant qu'elle donnait les dernières touches à la salle, de réunion improvisée dans la bibliothèque, Élodie ne pouvait s'empêcher de ressentir des papillons dans le ventre. Ce serait sa première présentation officielle en tant que coordinatrice du projet Prendre son envol.
Elle devait impressionner le conseil de la Fondation pour garantir le soutien nécessaire à l'initiative. Nerveuse? La voix de Laurent. La fit se retourner. Il était élégant dans un blazer bleu marine sur une chemise blanche, une tenue qui mélangeait sophistication et l'informalité caractéristique de Cassis. Un peu, admit Élodie, ajustant le dossier avec les documents de la présentation. Elle avait opté pour une robe midi-couleur, émeraude professionnelle mais adaptée au climat méditerranéen. C'est la première fois que je présente quelque chose d'aussi important à un groupe aussi influent. Tu vas t'en sortir merveilleusement bien. Laurent s'approcha, ajustant doucement une mèche de cheveux qui s'était échappée du chignon élaboré d'Élodie. Tu connais le projet mieux que quiconque. Tu y crois de tout ton cœur. C'est tout ce qui compte. Son toucher, bien que bref, envoya un courant électrique à travers le corps d'Élodie. Ces dernières semaines, la proximité entre eux avait grandi de façon presque imperceptible. Gestes subtils, regards prolongés, conversations qui s'étendaient tard dans la nuit. Aucun des deux n'avait ouvertement mentionné ce changement, comme s'il craignait de briser le charme en le nommant. « Laurent, à propos de nous », commença Élodie, rassemblant son courage pour aborder le sujet. Le bruit de pneus sur la route de gravier interrompit le moment. Les premiers invités arrivaient. « Nous continuerons cette conversation plus tard », promit-il, avec un regard qui en disait beaucoup plus que des mots. « Maintenant, allons accueillir nos invités. » La matinée se déroula à un rythme rapide, avec l'arrivée des 10 membres du conseil de la Fondation Dupont et de 5 investisseurs invités. Élodie observa avec intérêt la diversité du groupe, des entrepreneurs, des universitaires, des représentants d'ONG, tous apparemment engagés dans la mission sociale de la Fondation. Sophie Noël, l'avocate qu'Élodie avait rencontrée, des semaines auparavant, arriva en dernier accompagnée d'un homme grand et à l'allure imposante qu'Élodie reconnut immédiatement grâce aux photos qu'elle avait vues, Richard Dupont, le père de Laurent. Sa présence n'était pas prévue sur la liste des invités, et la tension soudaine dans les épaules de Laurent indiquait qu'il avait également été pris par surprise. « Mon fils », salua Richard, avec formalité, « ta maison reste aussi charmante que dans mes souvenirs. »« Père, je ne m'attendais pas à te voir ici. » La voix de Laurent était contrôlée, mais Élodie pouvait sentir la tempête d'émotions derrière ce calme apparent. « Le président du conseil m'a invité, » expliqua Richard, faisant un geste vers un monsieur aux cheveux gris qui conversait avec d'autres membres. « J'ai pensé que ce serait une bonne opportunité de voir comment se porte la fondation qui porte notre nom. »« La fondation se porte très bien, » répondit Laurent, avec une froideur polie. « D'ailleurs, je veux te présenter Élodie Marchand, notre plus récente collaboratrice et coordinatrice du projet dont nous discuterons aujourd'hui. » Les yeux perspicaces de Richard examinèrent Élodie de la tête aux pieds, avec la même intensité évaluatrice qu'elle avait remarquée chez Laurent lors de leur rencontre. Apparemment, une caractéristique familiale. « Mademoiselle Marchand. » Que Richard tendit la main. « Nom m'intéressant. Famille de Gironde, si je ne me trompe pas. »« De Saint-Émilion, » confirma Élodie, gardant son sang-froid. « Vous connaissez ma famille ? » « Je connais beaucoup de familles traditionnelles françaises. Les affaires m'ont amené à établir des connexions dans diverses régions. Il y avait quelque chose de calculateur dans sa façon de parler, comme si chaque mot était soigneusement choisi. Je suis curieux de connaître ce projet que mon fils considère si prometteur. » Avec l'arrivée de Richard, la dynamique de l'événement changea subtilement. Laurent, qui avait été détendu et confiant pendant les préparatifs, semblait maintenant constamment sur ses gardes, comme s'il s'attendait à une sorte de confrontation à tout moment. Pendant le déjeuner, servi sur la terrasse avec vue sur la mer, Élodie observa les interactions entre père et fils. Il y avait une histoire non racontée là, des couches de douleur et de ressentiment qui allèrent bien au-delà de ce que Laurent lui avait partagé. « J'ai entendu dire que tu avais complètement abandonné la gestion des entreprises familiales, » commenta Richard, à un moment où tous à table pouvaient entendre. « Tu te consacres exclusivement à la fondation maintenant ? » « Les entreprises Dupont sont entre d'excellentes mains avec toi et les autres directeurs, » répondit Laurent diplomatiquement. « La fondation a toujours été ma véritable passion, comme elle l'était pour grand-père. »« Ah, oui, mon père et... » Ses projets idéalistes. Richard sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux.
Heureusement, il avait aussi du talent pour les affaires, sinon il n'y aurait pas d'argent pour financer ses rêves. La tension à table était palpable. Élodie réalisa qu'elle devait intervenir avant que l'atmosphère ne ruine complètement l'événement. « Monsieur Dupont, dit-elle, s'adressant à Richard, je crois que les rêves de la Fondation ont généré des résultats très concrets. Nous avons des données qui montrent l'impact social et même économique des projets. Si vous me permettez, j'aimerais partager quelques réussites après le déjeuner. » Richard sembla momentanément surpris par son intervention, mais acquiesça avec élégance. « Ce sera un plaisir, mademoiselle Marchand. » Sophie, assise de l'autre côté de la table, lança à Élodie un regard d'approbation, discrète. Il semblait que la jeune femme avait marqué un point auprès de l'avocate, qu'il avait initialement accueillie avec méfiance. Après le déjeuner, le groupe se dirigea vers la bibliothèque pour la première session de travail de la retraite. Élodie ferait la présentation initiale sur le projet Prendre son envol, suivi de discussions sur le budget et la mise en œuvre. Pendant que les membres du conseil s'installaient, Laurent s'approcha d'Élodie, qui organisait ses notes. « Merci pour cette intervention pendant le déjeuner, » murmura-t-il. « Mon père a le don de me déstabiliser, même après tant d'années. »« J'ai remarqué, » répondit-elle, avec un sourire compréhensif. « Mais maintenant, je dois me concentrer pour ne pas tout gâcher. Je suis vraiment nerveuse, Laurent. »« Regarde-moi quand tu présentes, » suggéra-t-il, tenant brièvement sa main. « Juste moi. » Comme si nous discutions dans le jardin, partageant des idées comme nous le faisons tous les soirs. Ce geste simple, ce bref contact, donna à Élodie la confiance dont elle avait besoin. Quand tout le monde fut installé, elle prit position devant la salle et commença sa présentation. Avec éloquence et passion, Élodie expliqua la vision du projet Prendre son envol, créer un réseau de soutien pour les personnes piégées. Dans des situations familiales oppressives, offrant de l'assistance juridique, jusqu'au soutien psychologique et des opportunités d'emploi. Le projet serait initialement mis en œuvre dans 3 régions, Aquitaine, Provence et Île-de-France, avec un potentiel d'expansion nationale. Nous parlons d'une réalité qui affecte des milliers de Français, expliqua-t-elle, projetant des statistiques soigneusement recherchées. Des jeunes forcés à des carrières qu'ils n'ont pas choisies, des personnes piégées dans des relations imposées par des traditions familiales, des individus empêchés de suivre leurs rêves à cause des attentes des autres. Au fur et à mesure que la présentation avançait, Élodie percevait l'intérêt croissant dans les yeux des conseillers. Même Richard Dupont, initialement sceptique, semblait intrigué par les chiffres et les cas qu'elle présentait. La particularité du projet Prendre son envol, continua-t-elle, c'est que nous n'offrons pas seulement une sortie d'urgence, mais un chemin complet vers l'autonomie. Nous ne voulons pas créer de dépendance, mais une véritable liberté. Quand elle termina sa présentation, un silence momentané s'empara de la salle, bientôt remplacé par des applaudissements enthousiastes. Plusieurs conseillers levèrent la main, impatients de poser des questions et d'offrir des suggestions. « Impressionnant, mademoiselle Marchand », commenta le président du conseil, un professeur d'université à la retraite. « Votre approche est à la fois humaine et pragmatique, exactement l'équilibre que la Fondation Dupont a toujours recherché. » Pendant près de 2 heures, Élodie répondit aux questions, nota des suggestions et débattit d'aspects spécifiques du projet. Laurent intervenait occasionnellement, complétant les informations ou clarifiant des questions techniques, mais il était évident pour tous que le projet Prendre son envol était, avant tout, une création d'Élodie. À la fin de la session, quand les conseillers se retirèrent pour une courte pause avant le dîner, Richard Dupont resta dans la bibliothèque, observant Élodie ranger ses documents. « Vous me rappelez quelqu'un, savez-vous » dit-il, s'approchant. « Qui » demanda Élodie, curieuse malgré la prudence qu'elle ressentait à l'égard du patriarche des Dupont. « Ma défunte épouse, Claire, elle avait cette même passion ardente, cette même conviction qu'elle pouvait changer le monde. » Il y avait une note de nostalgie dans la voix de Richard, une vulnérabilité qu'Élodie n'attendait pas. C'est cette passion qui m'a attiré vers elle initialement, et aussi ce qui nous a finalement séparés. Comment cela? Richard soupira, regardant par la fenêtre le jardin qui commençait à être illuminé par le coucher du soleil. J'étais obsédé par les affaires, par l'expansion des entreprises Dupont. Claire voulait une vie plus simple, plus orientée vers les causes sociales.
Elle aimait cette maison, la tranquillité de Cassis. Je ne pensais qu'à Paris, à conquérir de nouveaux marchés. La sincérité inattendue de Richard prit Élodie par surprise. C'était comme si, dans cet environnement, loin des gratte-ciels de Paris et du monde des affaires, il pouvait enfin baisser sa garde. Quand nous nous sommes séparés, j'ai lutté pour la garde de Laurent non seulement par orgueil blessé, comme tout le monde le pensait, mais parce que je craignais que mon fils ne grandisse avec les mêmes idéaux irréalistes de Claire et de mon père. Richard laissa échapper un rire sec, sans humour. Ironique, n'est-ce pas? À la fin, même sous mon influence directe, il a suivi exactement leur chemin. Peut-être parce que ce chemin était dans son cœur depuis le début, suggéra doucement. Élodie, certaines choses ne peuvent pas être imposées ou évitées, monsieur Dupont. Elles font partie de notre essence. Richard la regarda longuement, comme s'il voyait au-delà de la jeune femme devant lui, percevant des échos du passé. Vous et mon fils, il y a quelque chose entre vous, n'est-ce pas? La question directe fit légèrement rougir Élodie. Nous apprenons à nous connaître. Faites attention, avertit Richard sans hostilité, mais avec une gravité pénétrante. Les hommes Dupont ont le don de tomber amoureux de femmes qui les défient, qui les font remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Cela peut être transformateur ou dévastateur. Avant qu'Élodie puisse répondre, Laurent entra dans la bibliothèque, interrompant la conversation. « Père ? Élodie !» Tout le monde se dirige vers le dîner. « Nous arrivons, » répondit Richard, reprenant son attitude formelle. En passant devant son fils, cependant, il fit quelque chose d'inattendu. Il posa sa main sur son épaule dans un geste presque affectueux. « Ton ami a fait une présentation extraordinaire. Grand-père aurait été fier. » Le dîner se déroula dans une atmosphère beaucoup plus légère que le déjeuner. Le chef Paul avait préparé des plats régionaux raffinés et le vin sélectionné par Laurent complétait parfaitement le repas. Les conversations coulaient avec animation autour de la table, avec des discussions sur les divers projets de la Fondation et des plans pour l'avenir. Assise entre Laurent et Sophie, Élodie se sentait étrangement chez elle, comme si cela avait toujours été sa place. L'avocate, qui l'avait initialement traitée avec méfiance, conversait maintenant amicalement, partageant des histoires des premiers jours de la Fondation. Laurent a toujours été têtu quant à ses idéaux, commenta Sophie avec un sourire affectueux pour son ami. Même quand il travaillait dans les entreprises de son père, il trouvait des moyens d'incorporer des projets sociaux dans les initiatives corporatives. Grâce à ton aide juridique, rappela Laurent, sans toi, créant des structures juridiques créatives, la moitié de ces projets auraient été rejetés par le Conseil. En observant l'interaction entre eux, Élodie percevait la profondeur de l'amitié qui les unissait. Il y avait de l'histoire là, de la complicité et du respect mutuel. À un autre moment, elle aurait peut-être ressenti de la jalousie face à cette proximité, mais maintenant elle comprenait que cela faisait partie de l'univers de Laurent, un univers qui, peu à peu, devenait aussi le sien. Quand le dîner se termina, les invités se dispersèrent dans la propriété. Certains allèrent se promener dans le jardin illuminé. D'autres se réunirent dans le salon pour des conversations plus informelles. Richard Dupont, à la surprise de beaucoup, annonça qu'il se retirerait tôt dans sa chambre, invoquant la fatigue du voyage. Profitant d'un moment de relative intimité, Laurent conduisit Élodie jusqu'au belvédère, leur endroit spécial, dans la propriété. La nuit était claire, avec la pleine lune se reflétant dans les eaux de la baie, créant un chemin argenté sur la mer. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit-il, la regardant avec admiration. « Tu as conquis tout le conseil. Même mon père a été impressionné, et il est rarement impressionné par quoi que ce soit. »« Merci, » répondit Élodie, sentant son cœur s'accélérer par sa proximité. « J'ai eu un bon mentor. »« Non, Élodie, le mérite te revient entièrement. La passion, la conviction, la capacité d'articuler des idées complexes de façon accessible, tout cela vient de toi, pas de moi. » Il y eut un moment de silence, rempli seulement par le son des vagues se brisant doucement sur la plage en sunset, contrebas et par le chant distant des grillons. « Plus tôt, avant l'arrivée des invités, tu voulais me dire quelque chose à propos de... »« Nous », rappela Laurent, sa voix presque un murmure. Élodie respira profondément, rassemblant son courage. Le moment était venu de nommer ce qui grandissait entre eux.
Laurent, ces semaines dans ta maison, travaillant à tes côtés, connaissant ton histoire, ont changé ma vie de façon que je n'aurais jamais imaginé possible. » Elle se tourna pour le regarder directement. « Quand j'ai fui Saint-Émilion, j'échappais à un avenir que d'autres avaient planifié pour moi. Je n'avais aucune idée de ce que je trouverais. Je ne m'attendais certainement pas à trouver l'amour, » compléta-t-il avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. Le mot flotta entre eux, chargé de possibilités et de promesses. « Oui, » admit Élodie, ressentant un immense soulagement de finalement le dire à haute voix. « Je t'aime, Laurent, et cela m'effraie terriblement. Pourquoi? Parce que je viens tout juste d'échapper à une relation imposée, à des attentes extérieures. J'ai peur de plonger dans quelque chose de nouveau avant de vraiment me trouver, de définir qui je suis indépendamment de toute personne. » Laurent acquiesça compréhensif. « Je comprends ta peur, j'ai aussi les miennes. Après l'échec de mon mariage, je me suis juré de ne plus jamais permettre au sentiment de brouiller mon jugement. » Il prit ses mains entre les siennes, un geste qui était devenu familier et réconfortant pour tous les deux. « Mais je pense que c'est exactement pour cela que ce que nous ressentons est différent, spécial, » continua-t-il. « Nous ne nous sommes pas rencontrés par des arrangements familiaux ou des convenances sociales. Nous nous sommes trouvés au moment exact où nous cherchions tous deux la liberté et un but. Et nous avons découvert que nous pouvions avoir les deux ensemble. » Avant qu'Élodie puisse répondre, un bruit de pas précipité interrompit le moment. C'était Madame Moreau, essoufflée par la montée jusqu'au belvédère. « Monsieur Laurent, Mademoiselle Élodie, nous avons des visiteurs, inattendus. »« Plus d'invités pour la retraite ?» demanda Laurent, confus. « Non, monsieur, ce sont les parents de Mademoiselle Élodie. Ils viennent d'arriver, et ils semblent très déterminés à la voir. » Le cœur d'Élodie s'emballa. Ses parents étaient arrivés au manoir, malgré la récente conversation téléphonique qui avait suggéré un changement d'attitude. Elle ne pouvait éviter la peur qui la consumait. Et si tout n'était qu'une stratégie pour la faire revenir à Saint-Émilion? « Ils... Comment nous ont-ils trouvés ?» demanda-t-elle, la bouche sèche. « Le détective privé, probablement, » répondit Laurent, tenant fermement sa main. « Ou peut-être mon père. Il a mentionné connaître ta famille pendant notre conversation dans la bibliothèque. » Élodie ressentit une vague de panique. Richard Dupont serait-il capable d'une telle trahison? Ses parents et le patriarche des Dupont auraient-ils planifié tout cela ensemble? « Je dois les affronter, dit-elle, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. Je dois leur faire comprendre clairement que je ne retournerai pas à cette vie, peu importe ce qu'ils disent. »« Tu n'es pas seul, » assura Laurent. « Je serai à tes côtés si tu le souhaites. »« Je le veux, » répondit-elle avec gratitude. « Beaucoup. » Ils descendirent du belvédère en suivant Madame Moreau, qui semblait aussi nerveuse qu'Élodie. Dans le hall d'entrée, ils trouvèrent Antoine et Marie Marchand, visiblement mal à l'aise au milieu de l'élégance discrète du « manoir ». Ils étaient habillés formellement comme s'ils venaient directement d'un engagement social à Saint-Émilion. « Élodie !» Marie courut pour embrasser sa fille dès qu'elle la vit. À la surprise d'Élodie, il y avait des larmes sincères dans les yeux de sa mère. « Dieu merci, tu vas bien ?»« Je vais bien, maman, » répondit-elle, rendant l'étreinte avec hésitation. Comme je l'ai dit au téléphone. Antoine Marchand resta plus réservé, mais son regard révélait un mélange complexe de soulagement et d'inquiétude. « Ma fille, nous devons parler, en privé, si possible. »« Ce que vous voulez me dire peut être dit devant Laurent, » affirma Élodie, tenant le bras de son hôte dans un geste instinctif de recherche de soutien. « Il m'a accueilli quand j'en avais le plus besoin, m'a donné un toit, un travail, un but. » Marie regarda Laurent avec une expression difficile à déchiffrer. Gratitude mêlée à quelque chose proche de la jalousie maternelle. « Allons dans la bibliothèque, » suggéra Laurent, sentant la tension dans l'air. « Nous serons plus à l'aise, et les invités de la retraite sont tous au salon ou dans le jardin. » Dans la bibliothèque, Madame Moreau servit du café avant de se retirer discrètement. Antoine fut le premier à briser le silence gênant qui s'était installé. « Élodie, nous ne sommes pas venus te chercher de force, si c'est ce que tu crains, » commença-t-il avec un calme surprenant. « Ta fuite nous a fait beaucoup réfléchir sur nos actions, sur ce qui compte vraiment. »« Que veux-tu dire, papa ?» Antoine échangea un regard avec Marie,
comme s'il cherchait du courage pour continuer. Cela signifie que nous avons réalisé à quel point nous avions tort d'essayer de contrôler ta vie. Le mariage avec Thomas, l'attente que tu reprennes les affaires familiales, tout cela était ce que nous pensions être le mieux pour toi, pas ce que tu voulais vraiment. Pourquoi ce changement soudain ? Demanda Élodie, encore méfiante. Vous avez toujours insisté sur le fait que vous saviez ce qui était le mieux. Pour moi que j'étais trop jeune pour comprendre comment le monde fonctionne. Marie soupira, tenant sa tasse de café avec des mains légèrement tremblantes. Ton départ nous a brisé, ma fille. Littéralement. Ton père a eu une crise d'hypertension la nuit où nous avons découvert ta fuite. Nous avons passé des heures à l'hôpital craignant le pire. Le médecin a dit que c'était du stress accumulé, compléta Antoine. Mais nous connaissons la vérité. C'était la culpabilité. La culpabilité d'avoir poussé notre unique fille loin de nous avec nos exigences et nos attentes. La sincérité dans les paroles de son père toucha profondément Élodie. Pour la première fois, elle voyait de la vulnérabilité chez cet homme qui avait toujours semblé inébranlable, toujours sûr de tout. « Et le mariage avec Thomas ?» demanda-t-elle, assimilant encore les révélations. « Définitivement annulé », confirma Marie. En fait, cela nous a rapprochés de la famille Beaumont d'une manière inattendue. Thomas a avoué qu'il était aussi malheureux de cet arrangement, mais n'avait pas le courage de contrarier son père. Ta fuite lui a donné le courage qui lui manquait. Et le plus surprenant, ajouta Antoine avec un léger sourire, c'est que les affaires entre nos familles n'en ont pas souffert. Au contraire, nous avons établi un partenariat plus solide, basé sur le respect mutuel plutôt que sur des alliances matrimoniales. En écoutant ses parents, Élodie sentait des couches de tension se dissoudre. Le récit qu'elle avait construit, de parents tyranniques obsédés par les traditions, était en train d'être déconstruit sous ses yeux. Ils étaient humains, après tout, imparfaits, capables d'erreurs, mais aussi d'apprentissage et de changement. « Pourquoi êtes-vous venus jusqu'ici ?» demanda-t-elle finalement. « Vous auriez pu attendre que je reprenne contact. » « Nous voulions voir de nos propres yeux que tu allais bien, » expliqua Marie. Et elle hésita, regardant Laurent. « Quand nous avons découvert avec qui tu étais, nous sommes devenus encore plus anxieux. »« Avec qui j'étais ?» répéta Élodie confuse. « Vous connaissez Laurent ?»« Pas personnellement, » répondit Antoine. « Mais nous connaissons la réputation de la famille Dupont. Et nous avons reçu un appel très intéressant de Richard Dupont ce matin. » Laurent se redressa sur sa chaise, visiblement surpris. « Mon père vous a contacté ?»« Oui, » confirma Antoine. « Il a dit que sa fille était hébergée chez son fils à Cassis, qu'elle avait fait une présentation brillante sur un projet social et qu'il n'avait jamais vu son fils aussi heureux. » Cette révélation prit Laurent complètement au dépourvu. Richard, le même homme qui avait toujours critiqué ses choix, qu'il avait éloigné de sa mère, qui avait priorisé les affaires au-dessus des relations, avait fait cela. « Cela n'a pas de sens, » murmura Laurent. « Mon père n'a jamais... Il a toujours méprisé mes initiatives sociales, mon éloignement du monde des affaires. Peut-être qu'il change tout comme nous, » suggéra Marie avec gentillesse. « Les gens peuvent surprendre, n'est-ce pas ?» Un silence pensif s'empara de la bibliothèque. Élodie regardait alternativement ses parents et Laurent, essayant d'assimiler ce revirement inattendu. « Que voulez-vous de moi maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Nous voulons ton bonheur, ma fille, » répondit Antoine, avec une sincérité impossible à ne pas reconnaître. « Si ton bonheur est ici avec ce travail, avec... » Il regarda significativement Laurent. « Avec les personnes que tu as choisies, alors nous respecterons cela. Mais nous voulons aussi que tu saches que tu auras toujours un foyer à Saint-Émilion, » ajouta Marie, les yeux humides. Non pas pour reprendre les anciens plans, mais pour en créer de nouveaux si tu le souhaites. Élodie sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. Pendant des semaines, elle avait porté le poids de la culpabilité d'avoir abandonné ses parents, mêlé au ressentiment pour les impositions qu'elle avait subies. Maintenant, ce poids se dissolvait, remplacé par une sensation de possibilité, non pas de portes fermées, mais de nouveaux chemins à explorer. « Merci » murmura-t-elle, tenant les mains de ses parents. « Cela signifie beaucoup pour moi. » La conversation se poursuivit pendant plusieurs heures. Élodie raconta le projet prendre son envol, comment elle avait trouvé un but et une direction en travaillant avec Laurent. Ses parents écoutèrent attentivement, posant des questions,
sincèrement intéressé, offrant même des suggestions pour la mise en œuvre du programme en Aquitaine. Quand Madame Moreau revint pour annoncer qu'elle avait préparé des chambres pour les marchands pour passer la nuit, l'ambiance entre tous était complètement différente. La tension initiale avait cédé la place à une harmonie prudente, le premier pas vers la reconstruction d'une relation familiale basée sur de nouveaux termes. « Vous êtes les bienvenus pour vous joindre au petit déjeuner avec le conseil demain », invita Laurent. « Peut-être pourrez-vous contribuer avec votre perspective sur le projet. »« Ce sera un plaisir », accepta Antoine, avec un enthousiasme qui surprit Élodie. « En fait, je pense que l'association commerciale de Saint-Émilion pourrait établir un partenariat avec la Fondation pour mettre en œuvre le programme dans notre région. » Après avoir accompagné ses parents jusqu'aux chambres désignées, Élodie retrouva Laurent sur la terrasse, contemplant la mer nocturne. Elle s'approcha silencieusement, assimilant « encore les événements de la soirée. »« Tout va bien ?» demanda-t-il sans détourner son regard de l'horizon. « Mieux que je n'aurais pu l'imaginer, » répondit-elle, se plaçant à côté de lui. « Et toi ? La nouvelle concernant ton père a dû être un choc. » Laurent laissa échapper un long soupir. « J'essaie encore de comprendre. Mon père a toujours été implacable dans ses convictions. Le voir changer, même minimalement, c'est comme assister à l'impossible. Peut-être que nous avons tous plus de capacité de changement que nous ne l'imaginons, » réfléchit Élodie. « Mes parents, ton père, nous-mêmes. »« Nous ?» questionna Laurent, se tournant pour la regarder. « Oui. Quand j'ai fui Saint-Émilion, j'étais pleine de colère, de peur, de ressentiment. Je voyais le monde en termes d'extrêmes, oppresseurs et opprimés, bien et mal. Maintenant, je réalise qu'il y a des nuances, que les gens peuvent se tromper par amour, que les traditions peuvent être questionnées sans être complètement rejetées. » Laurent sourit, ce sourire qui réchauffait toujours le cœur d'Élodie. Sage parole pour quelqu'un de si jeune. « J'ai eu un bon mentor, » plaisanta-t-elle, répétant ce qu'elle avait dit plus tôt au Belvédère. L'atmosphère entre eux avait changé depuis l'interruption au Belvédère. La confession d'amour, bien que non reprise verbalement, flottait dans l'air comme une promesse non tenue, une conversation inachevée. « À propos de ce dont nous parlions avant d'être interrompus, » commença Laurent hésitant. « À propos de l'amour, » compléta Élodie avec un courage renouvelé. « À propos de nous, oui. » Il prit ses mains, comme il l'avait fait tant de fois ces dernières semaines, un geste devenu à la fois familier et électrisant. « Élodie, ce que je ressens pour toi est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté auparavant. Ce n'est pas seulement de l'attirance, pas seulement une affinité intellectuelle ou des valeurs partagées. C'est quelque chose de plus profond, comme si une partie de moi qui avait toujours été endormie s'éveillait enfin. « J'ai peur, Laurent, » confessa-t-elle, exposant sa vulnérabilité. « Peur de confondre gratitude et amour, peur de perdre l'indépendance que je commence à peine à conquérir, peur de me perdre dans une autre personne, à nouveau. »« Tes peurs sont légitimes, » assura-t-il. « Et c'est précisément pour cela que je sais que ce que nous avons est réel. Parce que nous pouvons partager nos peurs, nos doutes, sans jugement, parce que nous nous renforçons mutuellement au lieu de nous diminuer. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. Il y avait une vérité dans ses paroles, une vérité qui résonnait profondément en elle. « Ce que je propose, » continua Laurent, « ce n'est pas que tu abandonnes tes rêves pour les miens, ni que j'abandonne les miens pour les tiens. Je propose que nous construisions quelque chose ensemble, côte à côte, chacun gardant son individualité, tout en créant quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » « Le projet prendre son envol, » murmura Élodie, comprenant la métaphore. « Exactement. Un projet pour nous et pour tous ceux qui, comme nous, cherchent la liberté d'être qui ils sont vraiment. » Sans mots pour exprimer ce qu'elle ressentait, Élodie s'approcha et, pour la première fois, ses lèvres rencontrèrent celles de Laurent dans un baiser doux, une promesse scellée sous le ciel étoilé de Cassis. Le lendemain matin, le petit déjeuner, avec le conseil de la Fondation, se déroula dans une atmosphère d'enthousiasme et de productivité. À la surprise d'Élodie, ses parents s'intégrèrent parfaitement aux discussions, offrant des perspectives précieuses sur la mise en œuvre du projet Prendre son envol dans les villes historiques de province. Richard Dupont, qui avait observé avec intérêt l'interaction entre les marchands et son fils, s'approcha d'Élodie pendant une brève pause. « Il semble que tout se soit résolu, » commenta-t-il, avec ce même regard pénétrant qui rappelait tant celui de Laurent. « Oui,
confirma Élodie. Grâce en partie à votre appel à mes parents. Pourquoi avez-vous fait cela, monsieur Dupont? Richard regarda son fils qui conversait avec animation avec Antoine Marchand de l'autre côté de la pièce. Parce que j'ai vu quelque chose, chez Laurent que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la vie, un but, la même lumière que Claire avait dans les yeux. Votre épouse, murmura Élodie, se souvenant de la conversation dans la bibliothèque. Oui. Pendant des années, je l'ai blâmé pour l'échec de notre mariage. J'ai blâmé mon père pour l'avoir rempli d'idées irréalistes. J'ai blâmé tout le monde sauf moi-même. Richard parlait avec une franchise surprenante. Voir Laurent avec vous m'a fait me souvenir de ce que j'ai perdu en choisissant l'orgueil et l'ambition plutôt que l'amour. Il n'est jamais trop tard pour changer, dit Élodie, répétant les paroles qu'elle avait entendues tant de fois ces dernières semaines. Peut-être. Richard sourit, un sourire qui adoucissait les lignes dures de son visage. Peut-être est-ce exactement ce que nous faisons tous ici, n'est-ce pas? Changer, évoluer, trouver de nouveaux chemins. La retraite stratégique du Conseil se termina dimanche après-midi, avec l'approbation unanime du projet Prendre son envol et la libération de ressources substantielles pour sa mise en œuvre immédiate. Élodie fut officiellement nommée coordinatrice générale, avec l'autonomie pour constituer son équipe et définir les premières actions. Quand les derniers invités partirent, y compris ses parents, qui retournèrent à Saint-Émilion avec la promesse de visites fréquentes, Élodie et Laurent se retrouvèrent à nouveau au Belvédère, leur endroit spécial dans la propriété. « Il semble que nous ayons réussi, dit-elle, assimilant encore le succès du week-end. Le projet va se réaliser. Je n'en ai jamais douté, répondit Laurent, l'enlaçant par la taille tandis qu'ils observèrent le coucher du soleil. Pas une seule seconde. J'ai réfléchi, continua Élodie, appuyant sa tête sur son épaule. Et si nous transformions une partie du manoir en centre d'accueil temporaire, un endroit où les personnes en situation difficile pourraient rester pendant qu'elles réorganisent leur vie, comme je l'ai fait. Une idée brillante. Les yeux de Laurent brillaient d'enthousiasme. La maison est bien trop grande pour 2 personnes, même avec Madame Moreau. 2 personnes? Répéta Élodie avec un sourire espiègle. Eh bien, j'ai supposé qu'après tout ce qui s'est passé, tu resterais, ici, avec moi. Il y avait une note d'incertitude dans sa voix, un rare moment de vulnérabilité. Est-ce une invitation? Officielle, monsieur Dupont? Le taquina-t-elle. C'est plus que cela. Laurent se tourna pour la regarder directement. C'est une demande pour que nous construisions ensemble non seulement un projet social, mais une vie basée sur la liberté, le respect mutuel et par-dessus tout, l'amour. Élodie sentit son cœur déborder d'émotion. 6 semaines. Auparavant, elle avait fui Saint-Émilion cherchant la liberté, sans imaginer qu'elle la trouverait non seulement dans l'absence d'imposition, mais dans la présence de quelqu'un qui la valorisait exactement comme elle était. « Oui », répondit-elle. Simplement. Scellant sa réponse par un baiser qui contenait toutes les promesses de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Dans les mois qui suivirent, le manoir Dupont se transforma progressivement. L'étage supérieur resta la résidence de Laurent et Élodie, qui officialisèrent leur union dans une cérémonie intime, tenue dans le jardin, avec seulement la présence des proches, y compris Richard Dupont et les marchands qui, à la surprise de tous, développèrent une amitié sincère. Le rez-de-chaussée fut adapté pour devenir le siège du projet Prendre son envol, avec des bureaux, des salles de conseil psychologique et juridique et un espace de convivialité pour les participants du programme. L'ancienne maison du gardien, rénovée et agrandie, devint une petite pension, où les personnes en situation de vulnérabilité pouvaient séjourner pendant qu'elles reconstruisaient leur vie. Dans sa première année de fonctionnement, le projet aida plus de 50 personnes à échapper à des situations oppressives et à construire de nouveaux chemins. Certains étaient des jeunes fuyant des mariages arrangés, d'autres étaient des professionnels étouffés par les attentes familiales, d'autres encore étaient des personnes cherchant à briser des cycles de dépendance émotionnelle. Chaque histoire était unique, mais toutes partageaient un élément commun, le désir de liberté pour être qui ils étaient vraiment. Par un après-midi particulièrement significatif, alors que le projet fêtait exactement son premier anniversaire, Élodie se trouvait dans le jardin,
observant un groupe de participants engagés dans un atelier de développement personnel. D'où elle était, elle pouvait aussi voir le belvédère où elle et Laurent avaient scellé leur engagement, et au-delà, la vaste mer de Cassis, symbole de toutes les possibilités que la vie réservait encore. Laurent s'approcha silencieusement, elle l'enlaçant par derrière. « Heureuse ?» demanda-t-il, appuyant son menton sur son épaule. « Immensément !» répondit Élodie, couvrant ses mains avec les siennes. « Peux-tu croire tout ce qui s'est passé depuis que j'ai envahi ta maison cet après-midi-là ?»« En fait, oui, » dit-il, riant doucement. « D'une certaine façon, j'ai toujours su que tu changerais ma vie au moment où tu as franchi ce portail. Nous avons changé la vie l'un de l'autre, corrigea-t-elle. Et maintenant nous changeons la vie d'autres personnes. Exactement comme mon grand-père l'avait rêvé. » Laurent regarda le groupe dans le jardin, le manoir revitalisé, la mer au loin. « Tu sais ce qu'il disait toujours? La vraie liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, mais d'être qui nous sommes vraiment. » Sage parole, murmura Élodie, se tournant pour regarder l'homme qu'elle aimait. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé ici, la liberté d'être qui je suis vraiment. Tandis que le soleil se couchait sur la baie de Cassis, teintant le ciel de nuances orange et rose, Élodie pensa à son parcours, de l'oppression à Saint-Émilion à la libération au manoir Dupont. Un parcours qui avait commencé dans la peur et l'incertitude, mais qui l'avait conduite à un lieu de but, d'amour, et par-dessus tout, d'authenticité. Le manoir, qui auparavant gardait des souvenirs de tristesse et d'isolement, pulsait maintenant de vie et d'espoir. C'était un phare pour ceux qui, comme elle autrefois, cherchèrent le courage de rompre avec les impositions et d'écrire leur propre histoire. Et ainsi, dans l'ancienne maison des Dupont, entre la mer et les montagnes de Cassis, Élodie avait trouvé non seulement un refuge,